suite. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On est sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et aussi l'Arc de Triomphe. Mobilisation digne d'une carte postale pour la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Une centaine de tracteurs ont fait retentir leur klaxon devant les monuments de l'Ouest parisien ce matin, malgré les barrages policiers et gendarmes et sous la surveillance de la cellule de crise activée hier soir au ministère de l'Intérieur. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct pour Europe 1 au pied de la Tour Eiffel où une quinzaine d'engins agricoles sont positionnés. Demain, les 27 devraient donner leur feu vert à l'accord entre l'UE et le Mercosur avant une signature lundi. Le mot d'ordre des agriculteurs, Antoine, c'est de maintenir la pression, de ne rien lâcher. Oui, exactement. Et pour marquer leur détermination, les agriculteurs ont donc choisi ce matin de garer très tôt leur tracteur au pied de la Tour Eiffel. Je me trouve justement avec Stéphane Pelletier, vice-président de la coordination rurale de la Vienne. Bonjour Stéphane. Malgré les barrages de police très nombreux ces derniers jours, vous êtes à Paris. L'objectif est atteint. C'était symbolique d'arriver jusqu'à la Tour Eiffel aux Champs-Élysées. Oui, bonjour à vos auditeurs. Bien sûr, ce matin, la volonté c'était d'arriver à Paris parce que c'est ici que les décisions sont prises. En plus, il y avait un challenge qui nous avait été donné par Madame Genevard, donc on voulait quand même le relever, lui faire voir que malgré toutes les oppositions, nous étions capables d'arriver à la capitale. Au début, la volonté était de perturber la circulation sur le périphérique parisien. A priori, depuis quelques jours, vous aviez déjà eu des perturbations climatologique, donc on a préféré faire voir la Tour Eiffel à nos tracteurs. Stéphane Pelletier, l'accord avec le Mercosur, c'est l'une des raisons de votre mobilisation. Vraisemblablement, l'accord va être signé. Avez-vous un espoir de pouvoir encore faire pencher la balance ? Oui, clairement, maintenant, il n'y a plus aucun frein à la signature de l'accord. Donc, ce que nous pouvons en conclure, c'est qu'aujourd'hui, on a bien un ministère de l'Agriculture et un État français qui n'ont aucun pouvoir au sein de l'UE, même pas de faire modifier les règles de l'accord. On a vu une Italie qui était bien plus performante que nous. Une fois de plus, nous avons abandonné l'agriculture française au profit d'une navette spatiale, d'un avion ou d'une voiture de luxe allemande. C'est bien déplorable puisqu'aujourd'hui, l'alimentation de nos concitoyens, de nos clients, est une alimentation d'exception et on l'a servi sur l'autel de la mondialisation et c'est déplorable. Merci beaucoup Stéphane Pelletier. Voilà, vous l'entendez, de la détermination et surtout une volonté de ne rien lâcher pour ces agriculteurs qui, beaucoup me le disent, sont prêts à rester aussi longtemps que nécessaire à Paris. Merci Antoine Bienveau en direct du quartier de la Tour Eiffel pour Europe 1. Les agriculteurs également mobilisés sur l'A13 en direction de Paris. L'autoroute a dû être fermée en urgence. Et puis en Gironde, depuis 22h hier, une quarantaine d'engins agricoles, de camions, de voitures bloquent l'accès au dépôt pétrolier de Bassins. La préfecture demande aux usagers de la route d'éviter le secteur. On en parlait à l'instant, l'un des sujets qui cristallise la colère des agriculteurs, c'est l'accord UE-Mercosur auquel la France est fermement opposée. Mais elle est un peu seule contre tous dans cette partie d'échec européenne. La dame, c'est l'Italie, c'est ce qu'on nous disait à l'instant. Et si la France comptait sur son soutien, le bilan est finalement très amer, Jacques Serret. L'Italie joue le faiseur de roi dans cette dernière ligne droite. Le mois dernier, Rome avait affiché un front commun avec Paris pour reporter la signature du Mercosur. Mais cette convergence était avant tout tactique. L'objectif de Giorgia Meloni n'a jamais été de bloquer l'accord, mais de monnayer son feu vert. Et c'est précisément ce qui s'est passé. La Commission européenne a lâché du lest. Bruxelles a promis de débloquer de façon anticipée 45 milliards d'euros dès 2028, suffisant pour convaincre Giorgia Meloni qui cherchait à rouvrir le débat sur le financement de la politique agricole commune. Elle obtient des garanties sans assumer politiquement un blocage de l'accord. L'Italie sort gagnante. La France, beaucoup moins. Paris n'a plus de minorité de blocage et paraît isolé dans ce dossier avec la Pologne et la Hongrie. Le rapport de force a basculé et le calendrier est maintenant quasiment verrouillé. Un vote des États membres est attendu demain à la majorité qualifiée et Ursula von der Leyen devrait signer l'accord dès lundi en Amérique du Sud. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron reste concentré sur la guerre en Ukraine. Oui, il convoque à l'Élysée à 17h les chefs de partis politiques ainsi que les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et des commissions concernées. Arthur Delaborde, il va leur présenter les garanties de sécurité promises à Kiev par la coalition des volontaires avant-hier à Paris.
Sauf surprise de dernière minute, toutes les forces politiques seront représentées ce soir à l'Elysée. Au cœur des discussions, l'hypothèse d'une force multinationale en Ukraine. Emmanuel Macron a évoqué l'envoi possible de plusieurs milliers de soldats français, non pas pour combattre, mais pour sécuriser un cessez-le-feu si un accord venait un jour à être signé. Emmanuel Macron va tenter de convaincre, car même si la perspective d'un cessez-le-feu paraît encore très lointaine, les oppositions de tous bords, des insoumis au RN en passant par les socialistes et la droite, ont condamné par le passé l'idée d'un déploiement de troupes en Ukraine. Le président relance ainsi le format Saint-Denis, déjà convoqué 3 fois sur l'Ukraine, une méthode née en août 2023 pour reprendre la main à l'issue de l'éprouvante séquence des retraites et qui avait trouvé sa crédibilité sur la politique étrangère alors même qu'elle avait échoué sur les dossiers intérieurs. Arthur Delaborde. Et puis après l'assaut du Venezuela et la capture du président Maduro, la Colombie redoute une catastrophe en Amérique latine. Son président Gustavo Petro s'est entretenu hier au téléphone pour la première fois avec Donald Trump. Échange cordial et rendez-vous pris à la Maison-Blanche dans un futur proche. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Un peu plus de 2 mois des élections municipales, ce sera les 15 et 22 mars. Sarah Knafo annonce sa candidature à la mairie de Paris. À 32 ans, l'eurodéputé Reconquête, que beaucoup présentent comme l'étoile montante de la politique, lance sa première campagne locale et à son nom. Elle l'a annoncé hier soir aux 20h de TF1. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Je dois vous faire une confidence, Gilles Boulot, je ne suis pas une Parisienne de naissance. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Et quand j'étais petite, venir à Paris, pour moi, c'était presque comme venir dans un autre pays. Un pays plus grand, plus beau, plus libre. J'avais même la naïveté de penser que Paris pouvait protéger les Parisiens de tout. Mon rêve, c'était de devenir parisienne. Aujourd'hui, je suis une Parisienne et je vois la ville que j'aime décliner. Je vois les femmes avoir peur dans la rue, je vois la dette qui explose, je vois les impôts qui augmentent, une ville sale, insalubre. Donc aujourd'hui, l'urgence est à l'action. C'est pour ça que je me présente, pour faire de Paris une ville heureuse. Sarah Knafo qui sera donc face à Thierry Mariani, Francis Piner, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire. Les Français bientôt appelés aux urnes, mais pas dans les meilleures dispositions. 77% d'entre vous êtes pessimistes pour la France, pour l'année à venir. C'est ce que révèle ce matin un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Bonne nouvelle en revanche, 53% des interrogés sont optimistes pour eux-mêmes et leurs proches. Et puis ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. 8 mois après son élection, le pape Léon XIV organise un consistoire extraordinaire à Rome. Depuis hier et jusqu'à ce soir, rendez-vous rare mais incontournable de l'Église qui se tient à huis clos. Le pape a convoqué 245 cardinaux venus de 92 pays différents. Les sujets de discussion n'ont pas été communiqués, mais les cardinaux pourraient se pencher sur la liturgie et la gouvernance de l'Église. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.